Voilà donc le tutoriel numéro 2 du diagramme de Gantt. Donc je vous rappelle que normalement vous devriez, lors du dernier tutoriel, du premier, vous devriez avoir obtenu ça donc à la fin de l'exécution de la vidéo. Je vous rappelle que vous avez fait dans le diagramme de Gantt ici avec toutes les tâches et les sous-tâches qui sont ici. Voilà. Et que vous avez également rempli le diagramme des ressources. Voilà. Donc ça c'est le premier travail que vous avez fait. Alors, donc pour continuer maintenant, soit vous ouvrez votre fichier qui doit ressembler à celui-ci, lorsque vous l'ouvrez, je vous rappelle que vous l'avez appelé éolienne normalement et que vous l'avez rangé dans votre dossier personnel DIC, du réseau de l'établissement. Alors si vous n'avez pas eu le temps de finir tout ça, eh bien vous ne prendrez pas votre fichier, vous prendrez le mien, donc j'ai mis à votre disposition comme d'habitude, dans ici H. Ouais, voilà, troisième, donc votre classe de troisième, peu importe, A ou B, travail, technologie, voilà, design, et ici tuto, non, fichier à récupérer, voilà, donc fichier à récupérer, vous aviez déjà eu ces fichiers à récupérer, voilà, il y avait l'alternateur déjà, voilà, et j'ai rajouté ici, dans ce dossier, le fichier de Gantt, fichier professeur à récupérer, donc si vous ne l'avez pas, vous terminez, vous n'avez pas eu le temps de le terminer, donc vous le copiez, tout simplement copier et vous irez le coller dans votre dossier, voilà, votre dossier élève, vous revenez, voilà, vous prenez un élève, voilà, et vous irez le coller dans votre dossier DIC, tout simplement. Fichier à récupérer, et là vous le collez. Voilà, donc votre camarade Delpuy, donc, a de la chance, il a déjà son fichier. Voilà. Donc une fois que vous l'avez récupéré, ce fichier, soit le vôtre, soit le mien, vous l'ouvrez donc et vous obtenez ceci. Voilà. Donc maintenant, on va voir la deuxième partie du diagramme de Gantt, ce pourquoi en fait on le fait. C'est-à-dire qu'en réalité, donc, toutes ces opérations-là, vous voyez qu'elles débutent toutes le 27 au même moment. Vous voyez ici, graphiquement, repéré, que toutes commencent au même moment, ce qui est impossible. D'abord parce que je ne peux pas découper le brut tant que je ne connais pas les dimensions du brut, par exemple. Donc ici, on va créer ce qu'on appelle le diagramme des antériorités. Et vous avez de la chance, on les a rangés ici dans l'ordre. C'est-à-dire que pour calculer les dimensions du brut, il faut d'abord que je connaisse les dimensions de la pièce. Donc regardez bien, vous cliquez ici sur la tâche pièce, voilà, et vous descendez, vous voyez, il y a une flèche qui se crée tout seul, voilà. Et ceci signifie que pour faire cette tâche-là, j'ai besoin avant d'avoir fait celle-ci. D'accord? C'est-à-dire que la tâche, ici, calculer les dimensions, est une antériorité à la tâche calculer les dimensions du brut. D'accord? Antérieur. C'est-à-dire ça, c'est obligatoirement fait avant ça. Sinon, on ne peut pas faire cette tâche. Même chose ici. Créer le fichier Graal. Bien, pour créer le fichier Graal, il faut que je connaisse d'abord le brut, puisque c'est la première question que va me poser Charlie Graal. Donc ici... Voilà, je trace une... Voilà, et il me met ici. Donc maintenant que je connais le brut, je peux créer mon fichier Graal. Et je peux aussi découper le brut à la scie. Mais je n'ai pas besoin d'avoir fait le fichier pour découper le brut à la scie. Donc ici, de là à là, voilà. Donc ça veut dire qu'un élève peut très bien commencer à faire le fichier, l'élève A, l'élève B, pardon, pendant que l'autre élève B peut commencer à couper le brut. Vous voyez? Là, il n'y a pas d'antériorité entre ces deux tâches. Ensuite, une fois que j'ai découpé que j'ai fait mon fichier, donc, j'ai créé mon fichier Graal, j'ai découpé le brut à la scie, donc maintenant je peux usiner la pièce. Donc, ici, j'ai une antériorité comme ça. Voilà. Voilà. C'est-à-dire que pour usiner la pièce ici, là, pour usiner la pièce, j'ai besoin, donc ça veut dire que j'ai besoin d'avoir découpé le brut et que j'ai besoin d'avoir fait mon fichier. D'accord? Si un des deux n'est pas fait, ben, je ne peux pas usiner. Voilà. D'accord? Donc, eh bien, vous faites pareil pour le reste. L'axe des pales. Calculer grand L et petit L. Dès que j'ai calculé grand L et petit L, je peux découper, je peux faire la suivante. Et dès que j'ai découpé, eh bien, je peux ici usiner les pièces. Pareil pour les pales, recherche des dimensions des couleurs, ça c'est fait en art plastique. Donc ici, voilà,
Quand j'ai fait la recherche et couleurs, je peux créer le nuage de points en techno. Donc ça sera fait en art plastique, cette tâche-là. Cette tâche-là sera faite en techno. Quand j'ai fait mon nuage de points, voilà. Quand j'ai fait donc mon nuage de points, ensuite je peux calculer les dimensions du brut. Voilà. Quand j'ai calculé les dimensions du brut, ensuite je peux créer le fichier Graal. Voilà. Et ensuite, je découpe au massicot. Alors, par contre, je peux découper au massicot après le calcul du brut. Dès que je connais les dimensions, donc ici, de nouveau, je ne pars pas de là, mais je pars de là. Voilà. Créer le fichier Charles Graal, c'est fait. Découper au massicot, c'est fait. Donc maintenant, j'ai créé mon fichier d'usinage, j'ai mon brut, donc je peux usiner. Ça, c'est l'usinage. Donc je peux usiner. Donc ici, il y a deux antériorités. Pour faire cette tâche-là, j'ai deux antériorités. Voilà. Hein. Pareil ici. Voilà. Et vous continuez comme ça, jusqu'au bout. Pareil pour le déflecteur d'air. Hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé là. Voilà. Donc calcul des dimensions, c'est en premier. Ensuite, modifier le dessin. Quand j'ai modifié, je le modifie donc sur SolidWorks. Ensuite, je lance, je sauvegarde le fichier. Alors ici, cette étape-là, sauvegarder le fichier au format STL, c'est important parce que c'est le format qui est lu par le logiciel qui pilote l'imprimante 3D. Ensuite, une fois que j'ai mon fichier, je lance la fabrication sur l'imprimante 3D. Donc je lance la fabrication. Une fois que ma pièce est faite, je vais percer 3 trous sur la pièce pour mettre les DEL. Et quand j'aurai mis en place les DEL, je vais les souder. Voilà. Et quand je les aurai soudés, je ne sais pas ce qui se passe. Voilà. Alors là, il me manque une étape, c'est bien bizarre. Donc, voilà. Et non, et là, donc, je teste les DEL une fois qu'elles sont soudées. Voilà. Donc ça, c'est l'arborescence. Là, il y a, tout se suit. Voilà. Et vous voyez qu'ici, les dates, au fur et à mesure, hein, s'incrémentent automatiquement. Voilà les dates. D'accord. Alors, dernier, pour faire l'assemblage 1, j'ai besoin des axes et j'ai besoin d'avoir fabriqué les pales. Donc, pour faire cet assemblage 1, j'ai besoin d'avoir fabriqué les axes. Donc, je remonte ici. Donc, voilà. Donc, ça, j'ai besoin d'avoir les axes des pales. Donc, j'ai besoin d'avoir fabriqué ça. Tant que je ne peux pas assembler, tant que je n'ai pas fabriqué les axes et les pales. Donc ici, quand j'ai fini ça, quand les axes et les pales sont terminés, que je suis là, ça veut dire que les axes et les pales sont terminés, donc je peux faire ici, alors ça ne marche pas, voyons, voilà, je peux commencer à faire cet assemblage-là. Donc je peux assembler les axes avec les pales. Mais il me faut aussi avoir fini les pales. Donc les pales, c'est celui-ci. Donc il me faut aussi avoir fini les pales. Voilà. Donc je ne peux commencer ici que lorsque les axes sont terminés et que les pales sont usinées. Et là, à ce moment-là, je peux les assembler. Ensuite, l'assemblage 2, ben, j'assemble l'alternateur avec le support des pales. Donc pour faire l'assemblage 2, j'ai besoin du support des pales, tout simplement. Donc le support des pales, c'est le premier. Donc tant que je n'ai pas fait le support des pales, je ne peux pas forcément l'assembler avec l'alternateur. Voilà, là j'ai assemblé avec l'alternateur. Voilà. Ensuite, l'assemblage 3. Alors pour faire l'assemblage 3, j'ai besoin de reprendre l'assemblage 1 et l'assemblage 2. Je les prends et je les assemble entre eux. Donc j'ai besoin de l'assemblage 1 et de l'assemblage quand il y a la flèche et de l'assemblage 2. Voilà. Donc pour faire cet assemblage-là, j'ai besoin, avant d'avoir fait les deux assemblages précédents. Et enfin, le dernier assemblage, donc, pour faire l'assemblage numéro 4, c'est l'assemblage final. Il faut assembler donc le 3, hein, qu'on a fait ici, qui récupère les deux autres, et on va monter l'alternateur. On va monter, pardon, le déflecteur d'air. Voilà. Donc, pour faire cet assemblage-là, j'ai besoin d'avoir fait celui-là. Voilà. Et donc, maintenant, on a notre diagramme perte complet. Alors, mais pour pouvoir assembler le déflecteur d'air avec le reste, il faut d'abord avoir terminé ici le déflecteur d'air.
Donc ici, vous voyez, ça, on ne peut pas se terminer comme ça dans le vide. Hein. Toutes les cases doivent obligatoirement ramener à la dernière. Donc ici, bien sûr, pour pouvoir poser le déflecteur d'air, il faut que je l'ai fabriqué avant. D'accord? Voilà. Donc ici, je pose le déflecteur d'air. Donc j'ai besoin de l'assemblage précédent et j'ai besoin du déflecteur d'air. Et là, on a le diagramme de Gantt complet avec les tâches, tout simplement. Alors il nous reste une dernière chose, c'est que donc normalement l'opérateur, qu'est-ce qu'il fait? L'opérateur, la première des choses qu'il fait le matin quand il arrive à son poste de travail, il ouvre son diagramme de Gantt pour savoir le travail qu'il doit faire. Donc ici, si on prend les élèves B par exemple, qui doivent faire le support des axes, on prend ici cette pièce, voilà, et il faut qu'on dise, ici, on va aller dans propriété des tâches, voilà, propriété des tâches, et cette tâche, on va dire avec quelles ressources on va la faire, puisque si on a pris le temps la première fois de faire l'inventaire des ressources, c'est parce qu'elle servait bien à quelque chose. Donc la tâche numéro 1, qui consiste à calculer les dimensions, quelle est la ressource? Eh bien vous faites ici, vous voyez, ajouter, là vous cliquez sur ajouter, et là vous allez chercher la ressource, eh bien ce sont les élèves B. On a besoin que d'élèves, que du personnel, là c'est un calcul, voilà. Bon, on ne va pas dire qu'il faut un crayon, un papier, sinon on n'en sort pas. Donc pour faire cette tâche, j'ai la ressource ici, donc élève. Calcul des dimensions du brut. Alors, ici, pareil, propriété des tâches, et là on va chercher donc ressources, pareil, on va ajouter donc c'est l'élève, hein, les élèves B. Ok. Par contre ici, créer le fichier Graal. Alors là, c'est autre chose, donc propriété des tâches, on a besoin toujours pareil des élèves ajoutés, donc les élèves B, mais on a également ajouté besoin d'un PC avec le logiciel Charlie Graal, qui va nous permettre de créer le fichier. Voilà. Découper le brut à la scie, ben, on va avoir besoin d'un élève, propriété de la tâche. On va ressources, donc on va avoir besoin d'ajouter donc de l'élève B, toujours, un ou l'autre, hein, et on va avoir besoin ici de l'atelier. Voilà. Atelier, perceuse, donc ici, à l'occurrence, on a besoin d'une scie et d'un réglé. Ok. Voilà. Découpe du brut à la scie et usiner les pièces. Donc, dernière tâche ici. De quoi a-t-on besoin? Propriété des tâches. Eh bien, on a besoin de ressources, on a besoin de l'opérateur. Donc, un élève A ou B, pardon. On va avoir besoin également, comme ressource ajoutée, on a besoin de la machine, la fraiseuse Charlie Graal, tout simplement. Voilà. Ok. Voilà. Donc vous voyez que pour chacune des tâches, on les a organisées, on les a ordonnées dans l'ordre, donc avec leurs antériorités. Donc antériorité, ça veut dire qu'il doit être fait avant, et également avec leurs ressources. Voilà. Et ensuite, si on va sur le diagramme des ressources, voilà. On a ici l'occupation. Hein, on sait par exemple que l'atelier perceuse va être occupé à telle date. Et on voit ici qu'il y a du rouge. Alors le rouge, c'est mauvais signe, vous voyez, 200%. Ça veut dire que l'élève B, il est occupé à 200%. Ça veut dire qu'il fait deux choses en même temps, c'est pas possible. Alors là, en réalité, il aurait fallu qu'on mette qu'il y avait deux élèves B, dont l'élève B1 puis l'élève B2, bon, etc., etc. Mais c'est intéressant de le voir parce que justement, ce diagramme permet de nous dire, attention, votre organisation est possible ou n'est pas possible. Alors ici, vous voyez, ce rouge nous dit, attention, c'est pas possible. Il est occupé à 200%, donc il y a un problème. Revoyez votre diagramme. Alors nous, ça passera, puisque en réalité, c'est pas un élève B, mais deux élèves B. Voilà. Donc vous continuez comme ça, vous essayez de construire. Alors n'allez pas jusqu'au bout, hein, vous faites ce que vous pouvez, de voir pour chacun ici quelles sont les ressources dont on a besoin. Ici, découper le brut, dont on a besoin d'un élève, et par exemple de la scie pour l'atelier. Usiner les pièces à l'aide du montage. Donc on a besoin du Charlie Graal, on a besoin du montage usinage, etc., etc. Voilà. Voilà, donc je vous terminez ce diagramme et j'espère que vous aurez à la fin une bonne idée de ce à quoi sert ce diagramme de Gantt, donc qui est très utilisé dans les entreprises.
On peut l'utiliser dans un hôpital, par exemple, où les ressources seront les médecins, les chirurgiens cardiaques, chirurgiens viscérales, les infirmières, les sages-femmes, etc., les aides-soignantes, les blocs opératoires A, B, C, etc., etc. Et en permanence, donc, les chefs de service manipulent à longueur de journée ces diagrammes, parce que donc il faut tenir compte aussi des congés des personnes qui sont absentes parce qu'elles sont malades. Donc, et en permanence, c'est ce diagramme qui permet tout simplement d'organiser dans le travail dans une entreprise. Mais il est évident que l'entreprise doit avoir une taille et gérer beaucoup de personnes. On ne fait pas ça au niveau d'une PME, bien entendu. Voilà, j'espère que vous avez compris à quoi ça servait. Fin du tuto. Et vous sauvegardez bien sûr donc ce fichier dans votre dossier DIC, tout simplement. Je vous remercie. Voilà, bonne chance pour la réalisation de votre travail.